sur le cloud et c'est parti. Donc, vous voyez toujours mon écran, hein? Ouais, ça doit être bon. Oui, oui, Donc au je niveau vois. des outils de modélisation UML, on en avait listé un certain nombre. Il y en a certains qui sont open source, d'autres qui sont, pas open source, mais qui sont gratuits et enfin d'autres qui sont payants et parfois très chers et on sera peut-être pas à même de les essayer. Par contre, il y a parfois des versions plutôt gratuites avec des viewers, donc on va faire un peu le point de l'état de la situation aujourd'hui. Et pour démarrer, si je reviens ici sur le cours, on va regarder, on va mettre je vais mettre à jour, hein, dans le support. Chaque année, on fait un petit peu des fiches par rapport à des produits. Donc les fiches par rapport aux produits, c'est exploration de l'outillage UML. Je vais trop vite, voilà. Donc exploration de l'outillage UML, avec les divers outils où j'ai rappelé que certains, c'était juste des outils de dessin, que dessiner, ce n'était pas modéliser visuellement. Et puis, que ce langage qui, lui, est vraiment explicite, il y a des symboles qui veulent dire des choses, font que les gens sont capables de se comprendre et de communiquer. Chose qui, avec un dessin, n'est pas sûre, parce que quand vous avez des ronds et des carrés, que vous ne dites pas ce que ça représente, c'est assez difficile de communiquer à ce sujet. Donc cette page, en rappel, hein, vous redonne un peu une typologie des outils qui existent, qui peuvent supporter de l'UML. Du dessin statique avec positionnement à la main, PowerPoint, Keynote, OpenOffice, Visio, Dia. Avec tout ça, vous pourriez faire de l'UML, hein, c'est un peu long, c'est laborieux, bah, vous avez aucun outil qui vous aide à positionner, à faire des choses un peu complexes et Il y a l'outil avec des dessins statiques, on peut positionner automatiquement en automatique layout ou mise en forme et on a vu l'outil YED, récemment avec, tout ce que ça permet de faire en termes de positionnement. On a des dessins sous forme de graphes que l'on peut décorer avec des icônes, comme des cartes heuristiques dans des mind maps et cetera. Donc on a fait un petit tour avec ArchiCG où je vous ai montré, à quoi ça pouvait correspondre. Alors là, c'est pas sur UML, c'est sur un autre langage. Mais quand je parle de graphes qu'on peut ensuite décorer avec des symboles ou des choses qui correspondent au langage utilisé, ça ressemble à ça. Ça, c'est les symboles. Ça, c'est des nœuds, des arcs et puis, eh ben, en fonction du type associé au nœud ou à l'arc, on va avoir, un symbole qui va se dessiner automatiquement et on peut, interagir avec, on peut ouvrir, fermer. Donc c'est d'autres familles d'outils, alors qui pourraient servir. C'est pas du pur dessin puisqu'en fait, il y a une syntaxe, il y a un langage et puis dans le texte, on a toutes les infos qui nous disent quels sont le type des informations qui sont dans le graphe. Donc on est sur la modélisation visuelle, mais pas sous forme de je produis un diagramme et je m'embête un petit peu, ensuite à le mettre en forme pour ensuite l'imprimer dans un document. C'est de l'exploration du modèle. C'est pas un modèle et plein de diagrammes, c'est, le modèle qu'on navigue et avec lequel on interagit de manière dynamique. Donc ça, ce sont des choses un peu plus, innovantes, mais qui sont en train d'émerger petit à petit et ça, c'est un prototype open source que j'ai développé dans le domaine pour montrer, comment on pouvait passer, d'un monde avec des diagrammes statiques produits au kilomètre, un peu comme un atlas routier et passer vers quelque chose qui serait une exploration, visuelle, interactive, type GPS, si on fait l'analogie avec un GPS et qui nous permettrait de naviguer dans le modèle, mais de manière beaucoup plus, intuitive, pas pour imprimer du papier, mais vraiment pour, poser des questions, filtrer, chercher, valider, et c'est les choses qui aujourd'hui sont en train d'émerger dans ce domaine. Donc on a vu un petit peu l'ensemble, les familles de ces outils et l'idée ensuite et là soudain, je ne sais plus où j'en étais. Oui, j'étais sur c'est bizarre d'ailleurs, je le vois pas, il est où? Ou alors oui, j'y étais peut-être, juste avant. Eh beh non, je reviens là, voilà, c'est ici. Donc
Donc on a vu tous ces outils-là et on a vu un petit peu que, bah, en fin de compte, c'était pas des outils, des ateliers de modélisation. Bon, à part le dernier, mais je le mets un peu à part parce qu'il fait pas partie aujourd'hui des produits, disponibles pour faire de l'UML. On a les outils de modélisation visuelle, où on aura simultanément de production de diagrammes et de modèles. Donc on peut partir de modèles textuels, qui ensuite vont permettre de générer automatiquement du texte et là on a vu PlantUML, mais pas vraiment un atelier de modélisation. Et puis on va avoir d'autres outils avec où on peut créer des diagrammes avec la production d'un modèle. Éventuellement, ça va aller dans la direction du modèle et quand on a ces outils-là, on peut maintenir une cohérence globale entre toutes les vues, tous les diagrammes qui sont des vues sur le modèle. On peut faire des requêtes, on peut faire de la validation automatique sur la base de règles et de contraintes, faire de la génération automatique de documents, de la génération de code, de la génération de modèles à partir de code, la simulation dans un processus d'ingénierie de système logiciel, l'automatisation de la production de plans de test, l'analyse du fonctionnement du système en opération, etc. etc. Donc c'est toutes les choses couvrent le fait de modéliser, chose qu'on ne ferait pas si on en était juste à dire je veux faire un document avec des diagrammes propres que j'ai pu valider en termes de consistance grâce à l'outil de modélisation, mais on peut faire beaucoup plus, on peut avoir ce qu'on appelle du computer aided design, ou development. Et c'est vraiment l'idée du modèle, c'est changer, se dire on peut industrialiser, se faire aider par l'outil pour aller plus loin que ce qu'on ferait à l'époque de Gutenberg avec un papier et un crayon. Même si on substitue ce papier et ce crayon par des pages électroniques et des, des crayons électroniques ou des stylos électroniques, on reste encore fortement impacté par notre vieille manière de faire. Alors, elle est vieille pour moi, elle est peut-être plus récente pour vous, mais même aujourd'hui, je pense que vous êtes, quand on voit la manière dont les gens travaillent, il n'y a pas encore cette idée de dire je supprime le document. Je dirais même qu'on en fait de plus en plus. Avec ChatGPT, on peut encore plus de textes qui lit d'autres textes, qui les synthétisent, qui les repropose et qui sont eux-mêmes encore condensés et, et réinjectés. Et enfin, en gros, on a une explosion des documents produits grâce à l'IA pour les hommes, par les hommes et qui ne sont pas si facilement manipulables que ça. Donc, pour aller à l'encontre un peu de ces documents qui ne sont pas toujours bien structurés, dont on ne peut pas maîtriser la forme avec l'IA, on reste quand même encore sur des approches de modélisation, mais bah, dans le monde, c'est assez hétérogène et tout le monde n'en tire pas parti, peut-être par méconnaissance, peut-être parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils n'ont pas le besoin. Mais voilà, l'objectif de ce cours, c'est de vous donner les billes pour que vous compreniez si ou non ça peut servir pour vos futures activités et donc comment on le fait. Revenons donc là, sur cette page-là, j'expliquais tout ça. Là, on a vu YED. Alors, j'avais fait quelques captures, on en a fait d'autres, je pense, qui sont issus de notre expérimentation lors du cours. Ici, j'avais mis pas mal de diagrammes UML. On est allé un peu plus loin que tous ces diagrammes-là. J'avais fait un par un avec un petit exemple là. On peut être aidé par ChatGPT pour le faire. On va le revoir ça quand on va étudier un peu ce que nous a pondu l'outil d'intelligence artificielle, mais on va aller l'attaquer maintenant sur d'autres types d'outils. On va aller voir les logiciels qui existent, au niveau du ML. Et donc à chaque fois, je vais faire une fiche produit, alors qui était complétée chaque année en fonction des évolutions. Et ces fiches produits, l'idée, c'est un petit peu de les mettre à jour en allant explorer ce qui existe. Donc elles sont plus ou moins complètes. Ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on met un petit peu à jour la dernière version, celle qu'on utilise pendant le cours. Et l'idée, au fur et à mesure, c'est qu'on ait des fiches actualisées qui nous permettent d'avoir vraiment la photo au moment du cours, des outils qui sont disponibles, de leur version actuelle, de ce qui fonctionne ou pas, de faire un retour. Puis selon l'expérience qu'on va avoir, on va décider ou pas de l'utiliser pendant le TP ou de l'étudier, ou alors on va le mettre hors scope. Mais en tout cas, vous aurez en plus une
petit paquet de fiches qui résume rapidement ces outils et qui contribuera un petit peu à une base de connaissances qu'on constitue tous ensemble pendant le cours. Le premier logiciel dont j'avais parlé, c'est Papyrus. Non, pardon, c'est pas Papyrus. Pourquoi je suis lancé Eclipse? C'est bon, là? Oui, il y a Eclipse et Modelio, ils sont mélangés sur ma fiche. Pas bien. Donc on va voir Papyrus. Papyrus, on refera un petit peu cette fiche-là après. Je vais la générer différemment. Et pour travailler sur Papyrus, eh ben, on va sur notre navigateur préféré et on tape Papyrus UML. Et donc là, on voit Eclipse Papyrus Modeling Environment. Donc Eclipse Papyrus, c'est un outil open source fait par une... là, on voit que c'est piloté non, on ne voit pas par qui c'est piloté, mais enfin, c'était des groupes d'industriels qui, à une époque, disaient bah, nous, on aurait besoin de solutions open source pour faire ce qu'on veut, parce qu'on est trop prisonnier des outils propriétaires, payants, chers, etc., pas toujours standards. Et donc, au travers de plusieurs projets successifs, il y avait d'autres initiatives à une époque qui faisaient des outils, puis qui ont finalement toute la communauté a mergé. C'est une communauté française qui a finalement fourni ce modeleur UML et il est en plus utilisé par beaucoup d'universitaires ou de gens qui travaillent à l'évolution du langage pour démontrer et pour prototyper les évolutions du langage UML et des langages associés comme ceux qui sont avec des contraintes, langage de contraintes qui s'appelle OCL qui est associé également et à UML. Il sert également pour des spécifications annexes qui servent, par exemple, à la sérialisation, donc la sauvegarde sous forme de fichier. Et notamment, pour UML, ça va être ce qu'on appelle XMI. XMI, c'est XML Model Interchange. Et donc, c'est une sauvegarde sous forme XML, mais pas avec un schéma, et qui permet ensuite de dire, bah, on peut prendre ce format-là et faire des imports-exports entre plusieurs outils, par exemple Papyrus, Modelio, Magic Draw. Et ça fait qu'ils n'ont pas une syntaxe particulière et un format de sauvegarde qui sont indépendants. Ils peuvent s'appuyer sur la spécification XMI, XML Modeling Interchange de l'OMG, et qui fait partie de la famille des spécifications qu'on va retrouver sur leur site. OCL, c'est la même chose, c'est pour un langage de contrainte qui vient s'ajouter, enrichir ce qu'on fait comme modèle UML. Et puis, il y a tout un tas d'autres éléments à côté. On va avoir également le Meta Object Facility. Donc, c'est un gros mot. Ça veut dire qu'en gros, c'est UML avait vocation à pouvoir peut-être ne pas se contenter d'avoir un langage très générique, mais de pouvoir aussi générer des modèles plus spécifiques à un domaine. On va mettre le vocabulaire et les concepts métiers, un peu ceux que vous avez capturés par rapport à votre requête sur le LLM, sur ChatGPT. Et pour ce faire, en termes d'architecture des modèles, on a spécifié qu'en fait, on pourrait avoir un langage qui permette de décrire les langages, y compris UML. Et ça a été basé sur un sous-ensemble du langage UML le plus générique et simple possible, qui pourrait permettre de dire j'ai un langage qui me permet de décrire d'autres langages. Et ce langage qui décrit d'autres langages, c'est le MOF, Meta Object Facilities. Et en fait, c'est un sous-ensemble réduit du ML. À une époque, il y avait un questionnement, est-ce que c'est le corps du ML, donc le noyau dur du ML, ou est-ce qu'on l'appelle autrement? Finalement, ils l'ont appelé Object Management Facility. Et c'est quelque chose qui est intégré dans la majorité des éditeurs UML pour une raison simple, c'est que si on a un langage qui décrit le langage, on peut faire des transformations entre langages. Et parmi les besoins des gens qui font de l'ingénierie par les modèles, c'est très intéressant et très important de pouvoir dériver un modèle à partir d'un autre modèle en édictant des règles et des règles de transformation. Mais des règles de transformation ne peuvent se faire que sur le langage qui décrit ces langages, d'où l'idée
d'avoir ce, Meta Object Facility. Il y a également un langage spécifié, mais qui est extrêmement compliqué, qui s'appelle QVT, Query View Transformation, qui permet d'interroger, de créer des vues et de transformer les modèles. Je trouve vraiment lourdingue. Il doit y avoir des modules quelque part, mais on ne va pas le regarder spécialement parce que c'est un usage avancé et puis qui est un peu rébarbatif. Et il y a ainsi, il y a tout un tas de spécifications associées à UML qui font partie de ce qui est proposé par l'OMG. On en verra une petite liste et qui sont, bah, quelque part, très, très intéressés quand on les développe. Les gens qui développent sont très intéressés pour pouvoir, prototyper ces langages-là et rajouter des modules open source qui sont intégrés dans la plateforme open source Papyrus, qui en plus est faite pour être modulaire. Donc a priori, ça tombe bien. Donc l'outil en question est ici. Voilà, donc on voit une forme assez traditionnelle. En général, on retrouve à peu près toujours les mêmes organisations sur les modèles, sur les éditeurs de modèles. On a une fenêtre avec qui nous donne un peu la structure des données des modèles, avec des containments, des packages ou des objets qui contiennent d'autres objets. Mais on est sur une structure physique du modèle. Et c'est là qu'on va ranger tous les éléments de modélisation.